Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Un bilan lecture qui était un peu chaotique, disons. Du point de vue des lectures, je suis allée un peu dans tous les registres possibles et inimaginables parce que j'ai eu une sorte de baisse de morale et du coup je cherchais toujours quelque chose qui me donnait envie. Il y a beaucoup de graphiques, manga, BD, comics, etc. Vous allez le voir de toute façon. Un peu moins de romans, mais per total c'était un bon moment de lecture. Bon, il y a aussi un DNF parce que je suis pas du tout rentrée dedans, mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Eh bien, on va commencer par le DNF, comme ça vous connaissez la chanson. Je vais pas oublier de l'inclure dans ce bilan lecture. Il s'agit de La nuit des l'éventreur de Robert Bloch. Avec Robert Bloch, j'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup aimé Psychose, mais par contre, les deux autres titres que j'ai testés n'ont pas convaincu à 100%. J'ai entendu beaucoup de bien de lui dans un registre un peu fantastique. J'ai jamais testé ce type de récit parce que c'est pas trouvable. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver un recueil de nouvelles où il est un plan fantastique. De ce fait, je me suis rabattue sur ce roman. C'est un sort de polar. Il s'agit de La nuit de l'éventreur, mais ça l'a pas fait pour moi. Déjà, le style du roman. Le fait que c'est un polar ne m'a pas captivé de masse. J'aime pas vraiment les romans où on a un policier comme personnage principal, j'arrive pas à accrocher. Je me suis rendu compte dernièrement que quasiment tout ce que j'ai testé où il y avait un policier comme personnage principal, ça passait parfois, mais pas toujours. Voilà, pas toujours. Du coup, le polar, je pense que c'est pas fait pour moi. Les enquêtes policières pures et dures, c'est pas fait pour moi. Un autre élément qui m'a fait décrocher, c'est l'époque dans laquelle l'action prenait place. C'est les années 1800, la fin des années 1800. Mais par contre, c'est pas une époque que j'apprécie, c'est pas une période historique qui me donne envie de découvrir. Je préfère soit des récits un peu historiques, mais qui s'inscrivent plutôt dans un genre un peu plus antique, comme l'Égypte antique, la Rome antique, etc. Ou sinon, les récits un peu plus contemporains, notre période actuelle. Voilà, c'est ces deux éléments qui ont fait que j'ai pas accroché. On allait suivre une enquête concernant les attaques de Jack l'Éventreur en voyant un peu les différents crimes qu'il avait commis sur les femmes, sur les prostituées de cette époque-là. Mais comme je vous disais, j'ai pas pu accrocher à sa prose, j'ai pas pu accrocher au personnage et je me suis arrêtée après une trentaine de pages. Ce roman, je l'ai mis dans une boîte à livres et j'espère que quelqu'un va aimer, va se réjouir de ce petit polar. Voilà. Moi, personnellement, c'était pas le cas. Mes goûts évoluent, mes goûts changent et on fait avec. On fait avec. Voilà, voilà. On va passer maintenant à quelque chose de plus réjouissant parce que dans ce bilan lecture, j'ai continué des sagas, pas mal de sagas en cours. Du coup, j'ai pu lire le tome 2 des Resident Evil, La Crique des Caliban. C'est toujours une lecture popcorn, c'est toujours une lecture rapide qui me fait plaisir. C'est pas le roman le plus complexe, c'est pas le roman le plus développé, je vais pas vous mentir. Si vous vous attendez à quelque chose d'exceptionnel, quelque chose où le récit est complexe et le ficelle scénaristique s'entremêle, c'est fond et c'est de fond, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans ce récit. C'est un récit horrifique, plein de légèreté. L'action est très simple. Le fil narratif, il est très simple, très facile à comprendre. C'est une lecture popcorn, mais j'ai aimé. Pareil que dans le premier tome, on n'a pas vraiment des personnages où le background il est très développé. On a quelques petites phrases par-ci par-là où on nous décrit les personnages, mais après c'est pure action. Dans ce récit, on va retrouver nos anciens protagonistes. Apparemment, les recherches scientifiques, génétiques de cette compagnie Umbrella continuent dans un autre patelin. Et comme à Raccoon City, où les choses ont dégénéré très vite, eh bien, dans la crique de Caliban, c'est pareil. Le laboratoire a fait face à une crise et les abominations sont sorties. Ils attaquent les humains. Le plus fou dans tout ça, c'est que les scientifiques, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients de leurs torts et pourtant, ils continuent à faire des atrocités. Ils continuent à tester des virus parce qu'on a des créatures zombiesques un peu qui sont devenues comme cela à cause d'un virus qui leur a été inoculé. Je vous dirai pas plus parce que le récit il est assez court, il fait dans les 250 pages. Ça se lit à une vitesse mais à une vitesse très rapide. C'est une lecture popcorn, c'est un titre horrifique
que je vous recommande si vous voulez une lecture légère, si vous trouvez ces récits, parce que apparemment ils sont assez difficiles à trouver. Je sais pas. Puis j'ai eu la chance de les trouver dans la boîte à livres, comme vous le savez. Mais je vous les recommande si vous pouvez les trouver en occasion. Voilà. On va passer maintenant à quelques mangas parce que, comme je vous disais, dans ce bilan lecture, il y a beaucoup de graphiques. J'ai eu une envie folle de lire quelque chose de plus léger, quelque chose sombre mais léger, quelque chose qui se lit rapidement et qui pourra me remonter le moral. Du coup, je m'y suis procurée et j'ai lu les tomes 7 et 8 des Rooster Fighter. C'est un petit shonen, c'est un petit manga d'action qui met en avant des coqs, de la volaille qui a des pouvoirs. Dans cet univers, il y a des monstres, des kaiju qui font leur apparition au Japon et ils attaquent les innocents. Dans ce contexte, il y a une famille de coqs, il y a une famille de volailles, qui a des super pouvoirs et qui va s'en prendre aux kaiju pour essayer de sauver l'humanité, mais en même temps, notre personnage principal, Kiji, il a aussi une quête personnelle parce que sa sœur, elle s'était fait tuer par un de ces kaiju. Du coup, c'est une sorte d'histoire de vengeance personnelle mêlée avec des scènes d'action très imaginatives. Le tout, il est très bien dessiné, les planches sont absolument magnifiques. C'est un manga un peu parodique parce qu'on voit des références à des classiques de la littérature japonaise. Il y a des références, notamment dans ces deux tomes, à Naruto. Il y a des références à Dragon Ball Z. Il y a des références à Attaque des Titans. Il y a des références à One Punch Man. C'est bourré d'action, c'est bourré d'imagination. Et j'aime toujours autant ce manga qui me donne toujours envie de sourire. Et ces deux tomes se concentrent un peu plus sur la famille des Keiji, mais également sur Pyoko, cette petite poulette qui a un secret horrifique. Plus ou moins horrifique. Ces deux tomes signent la fin d'un arc narratif et ouvrent la porte d'une nouvelle histoire. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on est déjà avancé, on est déjà au tome 8. À l'heure où je filme cette vidéo, le tome 9, il n'est pas encore sorti, mais le temps que je mets en ligne cette vidéo, je pense qu'il sortira. Je pourrais me le procurer et lire la suite des aventures de Keiji et de son équipe de volailles. Voilà. On va continuer maintenant avec un autre petit manga, le tome 19 des Overlord. Je pense que dans un ancien bilan lecture, je vous annonçais que ce tome 19 était le dernier tome de la série. Eh bien, je me suis trompée en quelque sorte. Oui, c'est le dernier tome de cette série, mais Overlord va revenir en novembre avec une nouvelle série qui va porter le nom Overlord New World. C'est la suite directe de cette série, à une exception près. On aura Oren, un autre mangaka, un autre dessinateur qui prend la relève de l'actuel dessinateur et scénariste d'Overlord. Je suis contente, franchement, je suis contente que l'histoire continue parce que si ça se finissait sur cette note-là, j'aurais été déçue. Moi, à la base, j'ai découvert Overlord grâce à l'anime qui est beaucoup plus avancé que la série manga. Et du coup, je pense que ici on est à l'équivalent de la saison 3 ou 2 même. Je sais même plus. En tout cas, le manga n'est pas à jour avec l'anime. À la base, Overlord, c'est une série de light novels, des romans japonais qui, grâce à leur succès, ont été adaptés en anime et ensuite en manga. Et je suis très contente, très contente de découvrir cette histoire. Je vous avoue que je vais pas tester les romans parce qu'il y a une infinité de light novels. Je pense qu'il y a, peut-être je m'avance, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a une dizaine de tomes. Je sais que parfois, quand les Japonais sortent des light novels, c'est des grosses séries, c'est des grosses séries et j'ai pas le temps de m'investir dans cette série et aussi financièrement, je pense que ça va pas le faire. Voilà, j'ai beaucoup de trucs en cours et ça va pas le faire. Je vais rester au manga. Ce tome 19 conclut un arc narratif. Le personnage principal, qui est ce squelette, il va essayer d'étendre son empire au-delà du tombeau de Nazarick. Ses alliés sont très contents de cette nouvelle, mais par contre, ses opposants, ils ont peur. Ils savent pas ce qui les attend. Ils savent pas comment contrecarrer cet immense pouvoir
être détenus par notre roi squelette et ils ont vraiment peur. Ils sont effrayés par ses agissements. C'est toujours marrant, c'est toujours loufoque. J'adore les personnages, notamment ces acolytes, ces monstres, parce qu'on est ici dans un dark fantasy où il y a beaucoup de monstres, beaucoup de créatures fantastiques, sombres, beaucoup de violence, beaucoup de sang qui coule, etc., etc. Peut-être je vais vous faire quand même un petit synopsis de l'histoire de base, peut-être ça va vous intéresser. Mais en gros, Yggdrasil, c'est un jeu vidéo qui va fermer. Notre personnage principal, qui va être incarné ici par un squelette, c'est un humain ordinaire. Voilà, c'est un humain ordinaire. Il a créé sa guilde avec ses potes, mais pourtant, il est le seul à y être resté et jouer jusqu'à la fin. Vu que les serveurs allaient fermer, il se dit je vais me connecter une dernière fois. Du coup, il reste connecté et il incarne ce personnage de roi squelette et quand les serveurs sont fermés, il se rend compte que le monde d'Yggdrasil continue. Cette fois-ci, les PNJ sont dotés du libre arbitre. Il va se rendre compte qu'ils ont une conscience et qu'ils essayent de continuer l'expansion du temple de Nazarick selon certains principes. Notre humain, du coup, il va rester dans ce jeu vidéo et il va incarner le roi démon. Il va être entouré d'une clique des PNJ qui, cette fois-ci, ils sont dotés de libre arbitre, ils sont dotés de conscience et qui prennent parfois des décisions un peu limite. Voilà, ça c'est Overlord. La première partie du manga est à présent finie en 19 tomes, mais la série va continuer avec Overlord New World. Et on va continuer maintenant avec une brique, avec un roman qui me suit depuis mon enfance, qui m'a suivi pendant mon adolescence et qui me suit maintenant à l'âge adulte. Et je parle ici de Harry Potter and the Order of Phoenix. C'est le tome 5 de la saga Harry Potter. C'est la 3e fois que je me relis en intégralité la saga. Cette fois-ci, c'est en anglais et c'est pour la première fois que je découvre l'œuvre originale dans sa langue maternelle. Je suis très contente. Je suis très contente de découvrir ces nouvelles illustrations qui ont été réalisées pour cette série, pour son anniversaire de 20 ans, parce que ça fait mine de rien, ça fait 20 ans que Harry Potter est sorti. Moi, j'avais à la base les couvertures originelles et ce tome 5, il avait une couverture un peu bleutée. C'est un peu bizarre de retrouver cette saga avec des couleurs différentes, mais j'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec les couvertures et avec le dos de la couverture. C'est une grosse brique. Il y a 800 pages. Et je me suis régalée. Même si c'est 800 pages, même si c'est en anglais, je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai lu, je pense que j'ai mis une semaine à lire ce beau bébé. Et j'ai adoré. J'adore toujours Harry Potter, c'est la nostalgie, c'est mon livre chouchou, c'est la saga qui m'a donné envie de lire, qui m'a donné cette envie de découvrir le monde mystérieux des livres, cette beauté incarnée par les mots, et je lui serai toujours reconnaissante. Ce tome 5, je peux pas dire que c'est mon tome préféré, notamment parce que notre personnage principal est un peu mis à l'écart, et j'ai ressenti ça notamment quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, c'était le tome où j'avais pas vraiment accroché, étant donné que je trouvais un peu injuste ce qui se passait avec notre Harry Potter. Cette fois-ci, Harry, comme je vous disais, il va être tenu un peu à l'écart de ce qui va se passer à l'intérieur de cette école de magie Hogwarts. Il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dolores Umbridge. Je pense que c'est le personnage que je déteste le plus dans la littérature. Je pense que c'est un des meilleurs personnages qui a été créé, mais c'est un personnage détestable. C'est un personnage qui te donne envie de l'étrangler, de le secouer chaque fois quand il ouvre la bouche, chaque fois quand il donne des punitions, chaque fois quand il apprend des choses aux élèves, parce que on voit sa malice, on voit sa méchanceté et c'est de la pure méchanceté gratuite. C'est le mal incarné. Parfois, t'as l'impression que c'est pire que Voldemort. Voilà, c'est pire que Voldemort. C'est le tome de la perte. C'est le tome où Harry apprend un peu plus sur ce qui s'est passé il y a longtemps, avant sa naissance, et il va comprendre les agissements du Lord Voldemort. Très bon, j'ai passé un excellent moment de lecture avec cette brique qui fait 800 pages. J'ai pas vu le temps passer et c'est le roman de mon enfance, c'est le roman de mon adolescence, c'est un roman que j'aime de tout mon corps. Voilà. Et on va passer maintenant à une autre série que je continue. Cette fois-ci, c'est une série manga 20th Century Boys, les tomes 7 et 8. Je continue enfin cette saga, il me manque encore 3 tomes
pour enfin la finir et pour connaître le dénouement. C'est une saga très complexe, c'est une saga que j'adore de tout mon cœur. Je trouve que Naoki Urasawa fait un excellent boulot. C'est un manga complexe. Il y a des fils narratifs qui se mêlent, s'entremêlent. On part d'un recueil écrit par des gamins dans un carnet de prophéties, d'un simple jeu d'enfants, et on arrive à quelque chose de sombre, on arrive à quelque chose de totalitaire, une sorte de politique totalitaire. C'est une critique en quelque sorte de la société. On voit les dérives sectaires, on voit les dérives politiques dans ces récits, et on suit des gamins, on suit des adultes qui ont évolué, qui ont grandi et qui ont essayé d'entraver le mal. Ils ont essayé d'éviter la propagation du mal. C'est très complexe. J'adore. Franchement, je sais jamais à quoi m'attendre parce que on est parti. Comme je vous disais au tout début de l'histoire, on a des petits gamins qui sont en train de jouer, qui ont un petit fort sur un terrain vague et ils écrivent des prophéties, et on arrive plus tard, au fur et à mesure, on a des ellipses, on les voit enfants et après on les voit plus tard adultes. Ils essayent d'entraver le meurtre, ils essayent d'empêcher les prophéties de se réaliser, les prophéties qu'ils avaient écrites en étant gamins. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Il y a des personnages tellement bien écrits que je suis vraiment en admiration avec l'imagination de Naoki Urasawa. Son scénario, il tient debout. On voit son amour pour les équipes un peu post-apo, on voit son amour pour la science et pour les histoires bien ficelées. Franchement, c'est un manga qui rivalise en termes de narration, des complexités avec des romans que j'adore. C'est une série de mangas que je vous recommande. Je peux pas trop rentrer dans le détail parce que, comme je vous disais, il reste encore 3 tomes et c'est la fin de cette série. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. On a des destins qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. C'est sombre, c'est pas de l'horreur pure et dure, mais on a des prémices d'une société totalitaire qui se met en place. On a des dérives sectaires. C'est plutôt une horreur, disons, sociale. On voit un peu ce qui pourra arriver si certaines groupuscules politiques et sectaires pourront prendre le pouvoir. Incroyable. Franchement, c'est un manga que j'adore. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu jusqu'à présent, toute œuvre confondue. C'est un manga sérieux. C'est un manga que je pense même ceux qui n'aiment pas ce format, ceux qui n'aiment pas la BD en général, la BD japonaise, peu importe, pourront apprécier parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien ficelé, sans parler des dessins qui sont super. Naoki Urasawa, il fait l'affaire sur tous les plans, il assure. J'adore tout ce qu'il fait. On va continuer ce bilan lecture avec un petit roman d'horreur dont j'avais entendu beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Il s'agit des Fog de James Herbert. En fait, avant de lire ce bouquin, je m'attendais à quelque chose plutôt dans la veine de Myst, à une horreur un peu surnaturelle qui prenne les protagonistes par surprise. Mais finalement, James Herbert, il a choisi d'aller vers une horreur plutôt scientifique. Ce qui m'a un peu surpris et en même temps ne m'a pas fait adhérer à 100% à son récit. C'est très bizarre ce que je vais dire là maintenant, mais je trouve que James Herbert, c'est un de ces auteurs qui ont des idées incroyables, mais avec une exécution un peu en dessous de l'idée. Je sais, peut-être que ça n'explique pas grand-chose, mais c'est le ressenti que j'ai eu. En fait, j'ai eu le même ressenti avec le premier tome de la saga Les Rats. L'idée, elle est très intéressante, mais la manière de construire l'action et les personnages font que je suis pas fan à 100%. Déjà, les personnages, je les trouve exécrables. J'aime pas la manière dont l'auteur il construit ses personnages. Dans Les Rats, c'était le cas, et dans Fog, c'est pareil. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Je les trouvais insupportables. Il n'y avait pas un pour rattraper l'autre. Ils avaient des agissements qui n'y collaient pas vraiment avec ce à quoi je m'attendais. Et ça a fait que j'y suis rentrée un peu moins dans le récit, bien que je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oui, je sais, c'est paradoxal, j'ai bien aimé, mais en même temps, je suis restée un peu sur ma faim. Comme je vous disais, James Herbert, il va plutôt dans une horreur un peu scientifique. Et j'ai eu l'impression que c'était la même structure que dans Les Rats. On a d'abord la découverte de cette menace qui est très présente et qui risque d'anéantir l'humanité, qui risque d'anéantir en tout cas les grandes villes d'Angleterre. On a ensuite une prise de conscience de nos protagonistes et une prise de mesures. Et finalement, on a le bouquet final, on a l'action proprement dite où tout est résolu, où on voit comment on peut mettre fin
à cette histoire, à ces événements qui menacent l'humanité. Bien que la structure est pareille que dans les rats, la narration et le cadre dans lequel se passe l'action sont tout à fait différents. Dans cette histoire, on va suivre John Holman, qui est un employé du gouvernement. Il va devoir aller dans une bourgade afin d'enquêter sur les actions qui ont été mises en place au sein des laboratoires scientifiques du gouvernement qui se trouvent dans ce territoire. Et sur sa route, menant cette enquête, eh bien, la Terre commence à trembler. Il y a des gros craquements et la terre s'ouvre. Il y a une brume jaunâtre qui commence à sortir de la terre et qui commence à affecter ceux qui ont entré en contact avec elle. Ces personnages qui ont été atteints par la brume jaunâtre commencent à avoir des comportements déraisonnables, ils commencent à attaquer leurs proches, ils commencent à s'adonner à des gestes de violence. Vraiment, ils sont hors de contrôle et cette brume avance, elle se répand de plus en plus en Angleterre, de plus en plus elle avance. Du coup, John Holman, notre protagoniste, il va essayer de comprendre comment cette brume a été créée, il va comprendre comment il pourrait indiquer sa propagation et on verra au fur et à mesure ce qui a été mis en place afin d'endiguer cette tragédie. Au total, c'est une bonne lecture, même si je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de surnaturel. J'avais des grosses attentes. J'espérais un récit comme Miss de Stephen King, mais finalement, c'était pas le cas. Bon, dommage pour moi, mais je pense que si vous allez pas avec ces a priori, si vous allez pas avec cet état d'esprit comme moi je suis allée, je pense que vous allez mieux apprécier le récit. On va continuer avec une autre série. On va continuer avec le dernier tome d'une BD, Yojimbot, tome 4 de Sylvain Repos. Quand je vous ai parlé des 3 premiers tomes de cette BD, je vous ai parlé en termes élogieux. Parce que c'était une BD que j'avais adorée, parce que c'était un récit post-apo où on voyait des robots guerriers, où on voyait beaucoup d'hémoglobine, où on voyait des amitiés naissant. Mais finalement, cette conclusion ne m'a pas satisfait. Franchement, je pense que pour être vraiment satisfaisant, cette BD aurait eu besoin d'au moins 2 tomes afin que l'action ne se passe pas rapidement, afin que l'action ne soit pas tronquée et passer d'un truc à l'autre sans avoir vraiment un moment de repos. On fait tac, 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 tac. Oui, et après c'est bon, fin de l'histoire, on n'a pas de profondeur. Les liens qui ont été créés par le passé, j'avais l'impression qu'ils se sont défaits très rapidement. Il y a des personnages qui apparaissent ici 2 secondes. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais ils apparaissent très vite et on les oublie après très vite. Déjà dans le début de ce 4e tome, du 4e volet, il y a une scène avec des personnages qui arrivent, voilà, et qui ne sert à rien. Franchement, s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas là, ça n'aurait changé strictement rien à notre histoire. Et ça, c'est dommage. Je déteste quand il y a des choses qui sont rajoutées à l'histoire, qui servent pas l'histoire. On dirait qu'ils ont été rajoutés juste pour faire joli, et c'est tout. Ça ne rapporte pas de profondeur, ça ne rapporte pas de complexité et moi j'ai trouvé ça juste dommage. Je suis pas ici pour descendre cette BD parce que, comme je vous disais, les 3 premiers tomes de la BD, je les ai adorés. Je vous encourage quand même de découvrir cette BD, mais j'ai trouvé que ce 4e tome de la saga, il est très convenu, il est très rapide et il apporte pas vraiment de complexité et pas vraiment une fin satisfaisante à notre saga. Parce que oui, on a des actions, tout se passe très vite, mais tu t'es dit, ouais, tout ça pour ça, la fin elle est un peu bof. Comme je vous disais, il y a des amitiés normalement issues les 3 premiers tomes et ici à la fin t'as l'impression qu'on osef un peu. Pareil pour les méchants de cette histoire, pim pam poum et c'est bon, on les éclate. On dirait qu'il y a un personnage qui apparaît ici et c'est juste là, il est apparu juste pour faire avancer l'histoire. Oui, je suis un peu déçue parce que j'avais des attentes, j'avais des grandes attentes et finalement j'ai été laissée sur une note un peu tristounette. J'ai réfléchi vraiment à mon ressenti après cette lecture et voilà, il y a beaucoup de tristesse qui ressort. La seule note positive que j'ai pu souligner dans ces récits, c'est toujours les dessins. Les dessins sont très beaux. La colorimétrie et le découpage des pages sont super, sont très bien réalisés. J'ai rien à dire là-dessus. Je pense que ce qui a relevé un peu ce tome 4, c'est vraiment le dessin et le coloriage des pages. Parce que l'histoire, elle est rapide et elle est un peu décevante. Voilà, l'avant-dernier titre de ce bilan lecture, La lignée de Guillermo del Toro et de Chuck Hogan. J'avais entendu
beaucoup de choses, beaucoup de belles choses concernant la prose de Guillermo del Toro, de Chuck Hogan. Je voulais découvrir cette saga qui parle des vampires et finalement, j'ai pu plonger dans les eaux troubles de cette histoire. J'ai beaucoup aimé la manière dont le vampirisme est mis en avant parce que cette fois-ci, on nous parle d'un sort de virus vampirique. J'ai trouvé que c'est assez original, même si on garde une certaine classicité donnée par la manière dont le maître des lieux a été transporté, disons, dans le Nouveau Monde. On trouve quand même une touche de fraîcheur, on trouve des nouvelles façons d'innover le mythe du vampire et j'ai trouvé que ces deux gars, ils ont fait un excellent travail, un super travail parce que c'est différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. J'avais une petite idée de ce qui allait se passer dans ces récits parce que j'avais regardé la bande-annonce de la série de Strange. Je sais pas s'il est directement issu de ce roman ou c'est roman qui est issu de cette série. Je sais pas exactement l'ordre précis, mais en tout cas, j'ai vu un peu à quoi ça pouvait ressembler les vampires sans pour autant faire le lien. Mon cerveau, il a fait abstraction de ce qui s'est passé à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on avait les détails sur ce virus, je me disais, ah oui, c'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu dégoûtant. C'est un peu dégoûtant la manière dont ce virus se transmet, la manière dont ce virus prend possession du corps de ses victimes. C'est un récit de vampire qui s'inscrit dans une catégorie un peu vampirisme épidémiologique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, à un moment donné, un avion en provenance de Berlin vient d'atterrir sur l'aéroport JFK à New York. L'atterrissage c'est pas sans encombre. Cependant, personne ne sort de cet avion. Les gens qui travaillent dans cet aéroport, ils sont inquiets. Ils comprennent pas. Ça fait quelques dizaines de minutes qu'on n'a pas de signes de vie. Il n'y a pas cette passerelle qui s'ouvre, il n'y a pas les passagers qui partent, ils sortent de l'avion et tout le monde commence à être inquiété. À partir de ce moment-là, Ephraim, qui est à la tête du département épidémiologique, est envoyé sur place pour enquêter et pour voir ce qui se passe. Quand il va arriver à JFK, il va découvrir l'horreur parce que, à l'exception de 4 passagers, 4 heureux passagers, tout le monde est mort. Est-ce qu'ils ont affaire à un virus? Comment tous ces passagers ont pu être tués si rapidement? Est-ce qu'il y avait une arme biologique qui a été ouverte à l'intérieur de cet avion? Et pourtant, on n'a pas de signes de violence. On a une substance un peu bizarre, un peu blanchâtre qui est présente à l'intérieur. Mais pourtant, on n'a pas de signes de violence. On n'a rien qui démontre un détournement d'avion, une prise d'otage, rien. On n'a pas d'éléments. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, on va se rendre compte que le risque épidémiologique, il est très très grand et que la menace ne fait que s'agrandir. Plus les journées passent, plus ce risque de contamination va s'étendre à une grosse partie de la population de New York. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai encore commencé une série, oui, mais c'est une série que j'ai envie de continuer. C'est une saga qui me donne envie, c'est une saga vampirique et les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Bien que les personnages, je peux pas dire qu'ils sont pas trop attachants, j'ai pas réussi à m'attacher à 100% à eux. Cependant, je souhaite voir le dénouement de cette histoire. Un très bon récit de vampires, c'est une très bonne lecture. Je vous la conseille vivement. Si vous ne connaissez pas la lignée, n'hésitez pas à lui donner sa chance. Et le dernier tome de ce bilan lecture avant la présentation d'un film que j'ai regardé, c'est L'héritage fossile de Philippe Valette. Je savais pas si j'allais aimer ce récit ou pas. De base, cette BD ne m'était pas destinée, mais vu qu'elle était à la maison, je me suis dit, ok, je vais tester, j'ai bien fait. On m'a dit de toute façon que je vais aimer et c'était pas faux. Les dessins, ils sont un peu spéciaux. Je vais vous montrer ici, vous voyez les personnages, ils ont des couleurs. Ils sont un peu vert, violet, bleuté. Je pensais qu'au tout début, ça allait me poser un problème. Mais finalement, non. J'ai adhéré à 100% à cette petite BD. Et je suis très contente de l'avoir lue. Parce que c'est un SF et un sort de post-apo. Dans cette histoire, on voit 2 points différents, l'avant et l'après de cette mission. Il y a 4 personnes qui ont été envoyées dans un voyage intergalactique afin de trouver une planète viable qu'ils pourront coloniser. Ils avaient tout la donnée. Ils savaient que cette planète, elle était un tout point semblable à la Terre. Du coup, ils sont partis dans ce voyage destiné à reconstruire l'humanité. Parce que sur la Terre, l'humanité se meurt. Nos 4 voyageurs sont embarqués dans un périple qui va durer au moins
30 000 années. Ils vont enchaîner les phases des cryogénisations et des réveils et ils vont faire face à des choses imprévues dans leur mission. Ils vont faire face à un élément perturbateur qui pourra affecter la survie de l'humanité. Je vous dirai pas plus parce que la surprise de cette fin, il m'a embarqué. J'étais à 100% là-dedans. J'adorais. Franchement, j'adorais. C'est simple, c'est efficace. C'est pas une histoire très complexe non plus, mais c'est une histoire qui s'étient. C'est un one-shot qui est très bien réalisé. Les personnages sont très bien construits. On a envie de voir ce qui va se passer. Quel sera leur destin? Oui, je vous la recommande. Franchement, si vous avez l'occasion de la lire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. L'héritage fossile, c'est un titre qui mérite vraiment d'être découvert. Je pense que c'est un coup de cœur. C'est une BD coup de cœur. Oui, voilà. J'ai dit, c'est une BD coup de cœur. Et maintenant, je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et j'avais des grandes attentes. Mes attentes ont été remplies à 100%. Je vais vous parler maintenant des Sinners, un film qui est sorti cette année, un film que vous pouvez trouver en ligne sur la plateforme Max, HBO Max, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film dont j'ai entendu beaucoup parler, qui a été plébiscité par une grosse partie du public anglophone. J'ai entendu dire que c'est un des meilleurs films de vampires et ils ont pas tort. C'est un film de vampire que j'ai beaucoup aimé. Il nous parle des trucs très pertinents, mais en même temps, il y a une petite touche d'humour. Il y a des scènes qui sont un peu exagérées, notamment les effets spéciaux où il y a du sang, il y a des giclages de sang dans tous les sens parfois. C'est un peu comique, mais dans l'ensemble, ça reste un bon film. Dans ce récit, on va être dans les années 30 où la ségrégation en Amérique, elle bat son plan. D'un côté, il y a les personnes de couleur, de l'autre côté, il y a les blancs. On va voir la présence de ces trois merveilleux cas, n'est-ce pas, qui font leur loi dans une partie du pays et on voit cette partie de la population qui est marginalisée et qui est discriminée. Dans ce contexte de ségrégation raciale, eh bien, il y a deux frères qui ont réussi à faire leur bout de chemin. C'était pas toujours correct, c'est pas toujours clean, mais ils ont réussi à avoir de l'argent et ils veulent investir à l'intérieur de cette bourgade où beaucoup de familles des couleurs vivent. Du coup, ils vont acheter une baraque et ils vont ouvrir un bar qui sera ouvert aux personnes des couleurs. La soirée d'inauguration se passe quasiment sans encombre jusqu'au moment où un élément perturbateur va faire son apparition. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, j'ai beaucoup aimé les acteurs qui ont été choisis, sans parler de la musique. La musique, elle est superbe. J'ai beaucoup aimé toutes les musiques qui ont été jouées à l'intérieur de ce film. La bande son, elle est exceptionnelle. Je vous recommande, si vous avez l'occasion de voir The Sinners, n'hésitez pas, c'est un film vampirique qui mérite le détour. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le bilan lecture est à présent fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.